Donc dans cette première série de vidéos, on va se concentrer sur l'aspect TFVC. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez directement passer aux vidéos sur Git si c'est le provider que vous allez choisir parce que c'est celui qui fait sens. Alors tout d'abord, pour créer un projet, je clique sur le bouton New Project. Donc ici, je vais l'appeler repo TFVC. Et pour pouvoir aller choisir que je veux utiliser TFVC, je vais déplier en fait Advanced. Donc là, j'ai le Work Item Process et je vais dire je veux utiliser Team Foundation Version Control. On remarquera que par défaut, c'est Git qui est choisi parce que Microsoft va vraiment mettre en avant du Git et que si vous dépliez pas Advanced, vous allez prendre Git par défaut. Donc c'est une opération effectuée si vous voulez vraiment passer sur TFVC. Donc là, je fais la demande à Azure DevOps d'aller créer mon projet, et quand il a fini, il mènera sur la page principale de mon projet. Donc, une fois arrivé sur cette page principale, en fait, il n'y a pas vraiment de choses qui sont différentes, sauf que quand je clique sur repo ici, donc là, c'est la gestion du code source, on voit des différences par rapport à ceux qui ont déjà un projet avec Git, et on le verra quand on fera Git que c'est pas pareil. Déjà, j'ai une iconographie qui est différente, et mon projet commence par un $, qui veut dire par rapport à la racine. Donc ici, j'ai un menu déroulant en haut qui me permet de choisir en fait les différents repositories. Donc là, j'en ai un par défaut qui correspond au nom de mon projet, mais à l'instar de ce que je fais sur Git, je peux créer un autre type de dépôt en fait directement ici. Sauf que je vois qu'il est bloqué sur Git parce qu'en fait, bah voilà, je suis sur du TFVC, je ne peux donc pas créer ce que je veux. Donc là, c'est un petit peu les limites de la chose, c'est que vous pouvez créer qu'un seul dépôt TFVC contrairement à Git, où on verra, on peut en créer plusieurs. Donc, je vais éviter de faire cette opération pour pouvoir en fait, ce qui va créer plus de complications qu'elle n'en résoudre. Donc au niveau de ce que j'ai comme fonctionnalité, j'ai pas grand chose. J'ai Files qui m'affiche donc le listing des fichiers, donc ça on va revenir après dessus très rapidement. Change Set qui me montre en fait les modifications qui ont été faites, et Shell Set qui me montre en fait les modifications qui ont été faites qui sont en attente de relecture pour être approuvées dans le tronc commun. Il faut savoir qu'en TFVC, quand on fait un checking, ça part directement dans la base de code commune à tout le monde. Donc en gros, c'est tout le monde va aller faire des petites modifs à droite à gauche sur des fichiers, et la base de code va vivre et évoluer comme ça. Il n'y aura pas de gestion de branche dans le Git comme on va le voir. Je peux aller au niveau des project settings, et là au niveau repository, je fais retrouver mon dépôt, donc j'ai le même bouton New Repository, encore une fois qui est ici bloqué sur Git en fait, parce que je peux pas créer plusieurs dépôts TFVC. Donc là j'ai mon dépôt principal, et je vois que j'ai pas d'item, donc on viendra dessus un petit peu plus tard, mais surtout ce qui est important, c'est qu'au niveau du dépôt, j'ai ici les fameuses options de sécurité dont on parlait. Donc par exemple, je peux interdire la lecture, chose que je ne peux pas faire avec du Git, je peux interdire le checking, et ainsi de suite. Donc là j'ai des notions de sécurité que je peux mettre ici par groupe ou même par individu, qui sont très précises, parce que là effectivement j'ai une notion au niveau global du dépôt, mais on verra que je peux avoir une notion au niveau fichier. Donc on a fait le tour rapidement de voir comment on faisait une initialisation d'un dépôt TFVC, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment ça se passe avec l'ajout de fichiers et l'historique des fichiers. Fichier de mon dépôt TFVC. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer ce qui est une bonne pratique en TFVC, c'est-à-dire créer le dossier de base qui contiendra mes codes sources, parce que comme on l'a dit en introduction, les branches sont basées sur un dossier, ce qui veut dire que quand je vais faire une branche, je vais dupliquer quelque chose dans un dossier, et vu qu'on veut dupliquer quelque chose dans un dossier, c'est bien de dupliquer un dossier. Donc là, une recommandation, c'est quand vous créez un dépôt TFVC, c'est de créer en fait le dossier, par exemple main ou trunk ou ce que vous voulez, mais qui contient en fait le dossier qui va contenir votre code source. Comme ça, quand vous allez créer une branche de ce dossier-là, vous allez pouvoir justement avoir plus facile à dupliquer tout ça dans un autre dossier de branche plutôt que d'avoir à gérer ça dans plusieurs petites sous-branches. Donc une fois que je suis dans ce dossier main ici, j'ai rien. Si je reviens sur ma racine, je vois bien mon dossier main. Donc en cliquant dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler test.txt. Et dedans, je vais faire ceci est un fichier texte. Alors, là, je suis en ligne. Mais ce qu'on voit effectivement, c'est qu'à chaque fois, je fais ce qu'on appelle un checking. Donc on voit checked in change set. C'est-à-dire que si dans les change set, donc le nombre de changements, je vois en fait toutes mes opérations, donc l'historique de ce qui s'est passé. Je suis directement sur la plateforme, donc je communique directement avec le serveur. Mais si j'étais avec un Visual Studio, il y aurait eu une opération quasiment similaire, sauf que j'aurais pu mettre plusieurs éléments dans le même changement. Bon, là pour le coup, on va pas alourdir ce cours avec du Visual Studio. Donc si je reviens ici, en fait, au niveau de mon main, j'ai bien mon fichier test.txt qui contient ceci est un fichier texte. Là où c'est très intéressant, c'est quand je vais au niveau des projets de mon repo, donc écran qu'on était dans la vidéo précédente, je vois en fait en dessous de ma hiérarchie de mon dépôt TFVC, je vois le dossier et le fichier, et contrairement à Git, ici, je peux cliquer sur quelque chose en particulier, et pour ce fichier-là en particulier, je peux rajouter une permission. Par exemple, j'ai interdit aux administrateurs de lire le fichier ici, test.txt, et si je remonte, par contre, on voit bien que le read est bien sur main, bien sur allo, et sur mon dépôt, est bien sur allo. Donc je peux, fichier par fichier ou dossier par dossier, aller avoir une sécurité quasi atomique en disant non, ce fichier-là interdit de le lire pour les administrations les administrateurs du projet. Et je peux faire ça pour vraiment pour n'importe quel groupe et surtout pour n'importe quel fichier. Donc j'ai vraiment une précision chirurgicale que je ne peux pas avoir en Git. Donc là, si je reviens au niveau de mes fichiers et que je dis bah tiens, je vais aller voir ceci, ah, je ne peux pas parce que je n'ai pas les permissions. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas avoir avec du Git. Vous pouvez simplement empêcher l'accès à un dépôt, mais pas un fichier de façon unitaire. Alors, pour pouvoir aborder sereinement tout ce qui va avoir trait à Git, on va faire une rapide introduction à Git. Donc quand je dis rapide, ça va être très rapide, il y a 2 slides, je vais expliquer ce qui selon moi est essentiel de connaître pour utiliser Git avec Azure DevOps à minima. Donc évidemment, c'est pas un cours sur Git, c'est pas quelque chose dans lequel on va aller dans le détail. Si vous voulez beaucoup plus de détails sur Git, je vous invite à regarder des cours qui y sont dédiés ou à parcourir le web. Là, je vais vous introduire rapidement les concepts nécessaires pour que vous ne soyez pas perdus dans le reste de ce cours. Alors pour moi, il y a 2 concepts majeurs dans Git qu'il faut absolument connaître avant d'aller plus loin. Le premier, c'est la notion de branche, c'est-à-dire qu'on va avoir une branche contient en fait le delta de code entre une version et une autre.
dans Git, contrairement à TFVC, on ne stocke que le delta. C'est-à-dire que si j'ai une branche A sur laquelle j'ai 2 fichiers et une branche B sur laquelle j'ai 3 fichiers, dans la branche B sera stocké le delta entre la branche B et la branche A en considérant que A est la branche principale. Donc cette notion de branche va être réutilisée et exploitée énormément. Donc c'est quelque chose d'important à savoir, c'est qu'on aura des branches de code différentes. C'est-à-dire que pour le même dépôt, selon la branche dans laquelle on sera, on n'aura pas forcément le même code source. Et c'est très important parce qu'en fait, ça va être très utile pour la suite. Deuxième chose, la notion de local et origine. Alors en fait, il faut savoir que Git est local et qu'on peut avoir une version du dépôt distante qui s'appelle origine. Donc c'est la version remote. Je ne rentre pas dans le détail de comment c'est possible de le configurer tout pour le moment. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir un dépôt local et un dépôt distant, donc qui sera sur Azure DevOps, et qu'on peut faire une synchronisation entre les deux, tant en lecture qu'en écriture. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des données comme on peut en écrire. C'est très important de savoir que tout ce qui se passe dans Git se fait d'abord à un niveau local avant d'être envoyé sur du distant. Un fichier va passer par 3 états différents. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à savoir et qui change des types de gestion de code source qui sont centralisés. Parce qu'en fait, dans les gestions de code source centralisées, il y a un de ces états qui n'existe pas. Donc en fait, imaginons que vous faites ce fichier-ci et vous décidez en fait de le mettre en préparation pour être dans votre dépôt Git. Donc vous allez faire ce qu'on appelle un stage et votre fichier sera stage. C'est-à-dire qu'il aura été mis dans un paquet, un bundle qui est prêt à être envoyé vers le dépôt. Donc en gros, vous allez indexer ce fichier-là en disant voilà, ce fichier-là, je veux qu'il fasse partie de mon prochain commit, donc de la prochaine fois où je vais sauvegarder les infos dans mon dépôt Git. Donc là, pour le moment, en fait, le dépôt Git n'est pas encore au courant de ce qui se passe, il n'y a encore aucune écriture dedans, et si vous vous synchronisez avec le serveur, rien ne sera remonté. Ce n'est que lorsque vous faites cette opération qui est appelée le commit que votre fichier sera committed, c'est-à-dire qu'il sera dans votre dépôt Git local, il y aura une entrée, une inscription, comme quoi vous avez bien enregistré le fichier A, B ou C. Donc il sera à l'étape committed. Donc il passe de stage où il était indexé à committed. Donc maintenant, il est écrit en tant que commit, donc en tant que validation, dans votre dépôt Git local. Le serveur n'est toujours pas au courant. Si vous faites une synchronisation avec lui, que vous lui demandez donne-moi les dernières nouveautés, il ne sera pas au courant, enfin les autres personnes de votre équipe ne seront pas au courant de ce qui s'est passé dans votre dépôt local. Ce n'est que lorsque vous avez fait l'opération de push, donc on dira que le fichier aura été push, donc envoyé vers le serveur, que le serveur aura connaissance de ce fichier, et qui du coup, il pourra le mettre à disposition des autres personnes. Donc ça recoupe un petit peu ce que je disais dans le slide précédent, que Git est local, mais c'est très important de se souvenir que vous êtes obligé de faire un commit local et puis d'envoyer ça sur le serveur. Avec les dépôts de type centralisé comme SVN ou TFVC, en fait la notion de commit et de push sont fusionnées. C'est-à-dire que quand vous faites un commit, donc en TFVC ça s'appelle un check-in, vous allez à la fois sauvegarder le fichier et l'envoyer sur le serveur. C'est une seule et même opération, ce n'est pas 2 opérations comme Git. Et ça, c'est juste parce que Git est local. Donc si vous avez bien compris ces quelques notions, le reste du coup, on ne vous posera pas de problème. Encore une fois, je le dis et je le répète, ce n'est pas un cours approfondi sur Git. On verra quelques lignes de commande dans le module bonus qui nous permettront de voir comment utiliser Git en ligne de commande. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin avec Git, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, je vous invite à vous rendre vers un cours dédié ou à parcourir le web. Donc maintenant qu'on a vu ces quelques notions, vous êtes armés pour la suite de ce cours. Maintenant qu'on a vu le contrôle de code source TFVC, on va voir le contrôle de code source Git. Donc, si vous avez des questions sur TFVC ou que pour vous c'est un besoin de l'utiliser et que vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez me contacter ou essayer de trouver des ressources en ligne. Il y en a quand même pas mal sur TFVC, mais on va pas s'attarder dans le cadre de ce cours parce que le reste de ce cours concernera Git qui répond aujourd'hui à la majorité des besoins de chaque projet informatique. Alors, pour pouvoir créer un projet sur Git, c'est très simple. Si je clique sur le bouton New Project, je vais avoir en fait, donc ici je vais les appeler repo Git, et j'ai pas besoin de déplier Advanced, parce que comme on l'a vu dans la vidéo précédente, par défaut, le contrôle de code source choisi, c'est Git. Donc là, je appuie juste sur Create et ça va me créer automatiquement un projet qui utilise Git comme contrôle de code source. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, il est également possible de créer un dépôt Git dans un projet qui à la base était TFVC. Vous n'êtes pas obligé de jeter tout le projet à la poubelle. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On rentrera pas dans les détails à ce sujet-là. Là, on part sur un nouveau projet. Donc en fait, ici, je vais sur Files. Je vais me retrouver en fait sur cet écran qui est un assistant qui va me permettre d'initialiser mon dépôt Git. Ce qui s'est passé au niveau d'Azure DevOps, pour ceux qui connaissent un petit peu Git, c'est l'équivalent du Git init. Donc ça a créé en fait, ça a initialisé un dépôt mais qui est totalement vide. Donc là, notre assistant nous permet en fait de faire plusieurs opérations pour pouvoir rajouter du code dans ce dépôt qui aujourd'hui est vide. La première option, c'est de cloner ce dépôt vide sur notre PC et d'y ajouter des informations, du code, des fichiers divers et variés pour les renvoyer. L'avantage en passant par cette méthode de clone, c'est qu'on va déjà avoir un dépôt Git local qui sera initialisé avec les infos du serveur. Donc en fait, la notion de dépôt distant qui s'appellera origine. Donc si vous connaissez un peu Git, ça vous parlera. Sinon, pas d'inquiétude, on repassera un petit peu dessus pour expliquer ça. La notion d'origine sera déjà définie parce que vous aurez fait le clone, et de ce fait, chaque fois que vous ferez un push, il saura vers où l'envoyer. Là, en passant par cette option-là, vous allez avoir cette possibilité-là. Vous pouvez cloner en ligne de commande, HTTPS ou SSH, selon ce que vous préférez, ou à l'aide de l'outil de votre choix. Donc ici, vous avez l'embarras du choix par rapport à ce que vous voulez utiliser comme outil. On voit qu'il y en a quand même pas mal. La deuxième option, c'est de pousser un dépôt existant, donc cette option-ci, que vous avez déjà en local. Pour rappel, on l'a vu en introduction, Git est un contrôle de code source qui travaille localement à la base, donc c'est pas exclu que vous avez déjà un dépôt Git avec lequel vous avez travaillé en local, et maintenant que vous voulez passer à la vitesse supérieure et envoyer votre code sur un serveur, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de dire à votre dépôt local où se trouve le serveur, donc où se trouve Origin. Donc Azure DevOps nous offre ici les commandes, la première qui nous permet d'ajouter un serveur distant appelé Origin, et la seconde qui permet d'envoyer tout vers Origin. Donc ça, c'est si vous avez déjà un dépôt Git local qui est alimenté et que vous voulez pousser vers ce compte Azure DevOps. On peut également se servir de cette approche-là pour pouvoir récupérer un dépôt Git qu'on aurait eu d'une autre source. Par exemple, si vous avez votre projet aujourd'hui sur GitHub et que du coup vous avez déjà pas mal de choses, vous pouvez définir Origin comme étant non plus GitHub mais Azure DevOps et envoyer
les infos directement ici. La troisième option est de faire l'import d'un dépôt. Donc si je clique sur le bouton import, ça m'ouvre en fait la possibilité de faire l'import. Donc là, encore une fois, par exemple, je vais reprendre l'exemple de GitHub. Si vous avez GitHub, vous pouvez faire un clone de GitHub directement dans Azure DevOps. Ce sera moins contraignant que de passer par la deuxième étape de cette liste-ci. Là, l'idée c'est de dire voilà, j'ai déjà un dépôt qui existe à cette URL là. Je coche ici la case si j'ai besoin d'une authentification pour filer mon username password ou mon personal access token, donc le fameux PAT, ou c'est de l'open source et n'importe qui peut le lire, donc tu as juste besoin de le cloner et de le récupérer. On remarquera également qu'il est possible d'importer ici un dépôt TFVC, donc si vous avez déjà un dépôt TFVC local, vous pouvez faire l'import pour le transformer en Git. Par contre, quand on choisit TFVC, il va falloir deux choses. La première chose, c'est qu'il va falloir déjà que le chemin TFVC soit accessible, et on a ici la notion de migration de l'historique, où est-ce qu'on a une plage à définir. Donc récupérer tout l'historique de TFVC depuis le système d'import risque d'être potentiellement un petit peu compliqué, et vous allez peut-être devoir le faire à la mano. Il y a quand même un message d'attention qui dit que si vous migrez de TFVC vers Git, vous risquez potentiellement d'avoir des choses qui manquent. Comme il dit, c'est disruptif, donc n'hésitez pas à aller voir la doc si c'est quelque chose que vous voulez faire. La dernière option, c'est de dire, bah j'ai mon dépôt, je veux commencer mon projet, donc je vais initialiser mon dépôt Git, et je vais choisir ce que je vais mettre dedans initialement, donc à l'aide de l'assistant Azure DevOps, donc cette option-ci. Et on voit qu'on a ici deux choses, le choix du README, donc c'est une case à cocher, donc je vais ajouter oui ou non un README, et un Gitignore. Alors déjà, si je décoche le README et que je ne mets pas de Gitignore, je ne peux pas l'initialiser parce qu'en fait, il n'y a aucun fichier, donc ça revient à rien faire. Je peux choisir de mettre un README, et le Gitignore, alors pour ceux qui ne connaissent pas bien Git, le Gitignore est un fichier texte à plat dans lequel vous allez lister les dossiers, les extensions ou un fichier en particulier que vous allez vouloir exclure de vos commits. Donc en fait, vous allez utiliser votre client Git, peu importe l'outil, il va aller lire le Gitignore et il va faire le tri entre ce que vous avez et ce qu'il doit ignorer pour pouvoir être sûr de mettre uniquement que ce qu'il y a besoin de mettre dans le dépôt. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez généralement vouloir rajouter dès le début du projet, parce qu'une fois qu'un fichier a été ajouté dans l'historique Git, on peut plus le rajouter dans le Gitignore. C'est quelque chose à faire initialement. Donc là, selon les technos que vous utilisez, vous allez dans cette liste chercher celui qui vous intéresse. Comme j'ai dit en introduction, Git c'est une communauté de malades, donc vous allez trouver probablement le Gitignore qui vous ressemble, et si vous ne trouvez pas le Gitignore qui vous ressemble, parce que vous avez quelques petites subtilités, partez du fichier Gitignore qui est celui le plus proche de votre stack technique. Et on voit qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc peut-être que le tout dernier de la technologie qui est sorti hier n'y est pas, mais bon, rien ne vous empêche de le créer de toutes pièces ou de partir de quelque chose d'existant. Moi, je vais prendre pour le coup celui de Visual Studio pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, en sachant que le Gitignore de Visual Studio, c'est généralement pour les projets .NET. Donc ici, j'ai coché la case et j'ai fait ajouter un Gitignore, je clique sur Initialize. Cette opération va faire en fait le tout premier commit dans mon dépôt, donc sur la branche master, donc on va prendre le temps d'explorer cette fenêtre un peu plus en détail, mais déjà je vois ici que je retrouve mes fichiers qui sont listés par rapport à ici, j'ai mon README, donc qui est un fichier Markdown, donc un fichier texte dans lequel je peux écrire n'importe quoi comme documentation, et le fameux Gitignore dont on parlait juste avant, où est-ce qu'en fait je peux ignorer une extension, donc en rajoutant une ligne avec étoile point mon extension, ignorer un répertoire en listant le répertoire, ou ignorer un fichier en particulier en nommant ce fichier en particulier. Donc le Gitignore c'est généralement le premier où il fait partie du premier commit que vous allez faire quand vous allez créer votre dépôt Git. Parce que encore une fois je le répète, si vous rajoutez quelque chose dans le Gitignore alors que vous avez déjà fait un commit sur un fichier en particulier et qu'il est déjà dans l'historique, vous ne pourrez plus l'ignorer a posteriori sans réécrire l'historique complet de votre dépôt. C'est une opération très avancée qu'on va pas courir dans ce cours-ci, mais voilà, il faut savoir que le Gitignore c'est vraiment la première chose que vous allez vouloir faire et customiser. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir un petit peu cette vue là, un petit peu les vues par défaut, donc je vous donne rendez-vous pour ça dans la prochaine vidéo. Donc maintenant que notre dépôt Git est initialisé avec les deux fichiers qui sont le readme.markdown et le Gitignore, on va faire un peu le tour de ce qu'offre les vues par défaut d'Azure DevOps pour gérer votre dépôt de contrôle de code source. Alors déjà ici je suis sur la partie Files qui me donne en fait une vision des fichiers présents dans mon dépôt par rapport à une branche. Alors pour le moment les branches c'est pas un concept qu'on a abordé donc je vais pas aller dans le détail, mais il faut savoir qu'ici vous avez la possibilité de changer de branche. Donc là quand vous créez votre dépôt, par défaut vous n'avez qu'une seule branche master, on reviendra largement dessus un peu plus tard dans ce cours, mais c'est grâce à cette petite liste déroulante ici que vous allez pouvoir changer de branche et voir les fichiers différents selon les branches. Donc là, sur la branche master, je vois mes deux fichiers, et sur cette vue-ci, en fait, là, je les vois en forme de liste hiérarchique. Donc en fait, ça, c'est un tree view, ce qui veut dire que quand je vois des dossiers, ça va s'imbriquer, et on verra bien la hiérarchie. Et ici, je vois à plat ce qu'il y a par rapport au dossier dans lequel je suis. Donc là, je suis à la racine, donc je vois ici ce qu'il y a à plat, et je vois la même chose que là, en l'occurrence. Je peux également ici utiliser ça pour faire une recherche par rapport à ce que je veux trouver dans mon dépôt, en sachant que voilà, je peux avoir une hiérarchie qui peut être assez profonde, assez difficile. Donc si je ne connais pas très bien le dépôt, la recherche va être sacrément utile. Au niveau des options, alors j'ai le setup build, donc qui va m'amener vers un pipeline, donc ça sort du cadre de ce cours, mais on verra en fait comment bien préparer son dépôt Git pour pouvoir avoir des pipelines performants, et comme ça, si vous avez également le cours sur les pipelines, vous pourrez câbler votre dépôt Git avec une gestion automatique de pipeline, et on verra toutes les bonnes pratiques pour le faire. Le fait d'avoir initialisé notre dépôt Git nous a supprimé l'assistant. Donc si je reclique sur Files, en fait, j'arrive bien sur cette fenêtre-ci et non plus sur l'assistant que j'avais au début. Et cet assistant-là que j'avais au début m'offrait en fait la ligne de commande ou les options pour pouvoir cloner en local. Et bien en fait, je retrouve, c'est grâce au bouton clone ici, je retrouve cette information pour pouvoir cloner en local. Donc là, on est bien sur du clone. Étant donné que notre dépôt est déjà initialisé, l'import et l'utilisation d'un dépôt local pour faire un push n'est plus recommandé, donc on ne trouvera plus les instructions pour pouvoir faire ceci. Donc en gros, là si je veux maintenant commencer à travailler avec ce dépôt là, je vais cloner pour commencer à travailler en local. Et si j'avais déjà un dépôt et que je voulais récupérer les fichiers de ce dépôt, je vais cloner ce dépôt là dans un dossier à part et copier-coller chacun des fichiers qui m'intéressent pour les envoyer. Donc je retrouve en fait ici l'équivalent de ce qu'on avait sur le wizard, donc l'assistant au début de l'initialisation de notre dépôt. Au niveau de ce qu'on va avoir ici sur la partie droite, on va retrouver des choses qui sont assez classique, par exemple la possibilité de créer un nouveau fichier ou un nouveau dossier, d'envoyer des fichiers par le biais de l'interface web, quelque chose qui est relativement rare mais qu'il faut savoir qu'on peut le faire, et télécharger toute ma branche en tant que zip. On a également ici une notion de fork, donc cette notion de fork en fait va me permettre de, en gros, dupliquer mon dépôt par rapport à une branche concernée, enfin la branche concernée qui est la branche par défaut, ou par rapport à toutes les branches. Donc en gros je vais faire une duplication du dépôt
potentiellement dans notre projet. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, parce que comme on l'a vu, il est possible de créer plusieurs dépôts guides. Donc là, si je reste dans le même projet, je vais créer un nouveau dépôt qui est basé sur celui-ci, et vu qu'on appelle ça une fourchette, parce qu'en fait ça part d'une base, on appelle ça un fork, donc fork égale fourchette en anglais, parce qu'en fait on part d'une base et chacun va suivre sa propre voie, donc sa propre branche en quelque sorte, sa propre ligne, et de ce fait on part d'une base commune, mais ça va diverger dans le temps. C'est pour ça qu'on appelle ça un fork. On l'a vu, on peut créer du coup plusieurs dépôts pour un projet. En fait, si je fais ici au-dessus, j'ai une petite liste déroulante qui me permet de voir en fait que je suis sur le dépôt par défaut. Il faut savoir qu'il y a un dépôt par défaut qui est créé avec chaque projet sur DevOps, mais je peux en créer autant que je veux. Donc si je clique sur New, ici je peux créer un nouveau dépôt de type Git ou TFVC. Donc vous pouvez au sein d'un projet avoir plusieurs dépôts Git, mais un seul dépôt TFVC, et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Je connais pas la limite, je suis pas sûr qu'il y ait une limite qui soit très établie. Et quand on fait une création d'un nouveau dépôt, eh bien on peut de la même façon ici préciser si on veut un readme et si on veut un git ignore. Donc là par exemple je peux l'appeler repo git 2. On remarquera que contrairement à l'initialisation, donc l'étape qu'on a fait dans la vidéo d'avant, ici pour le coup, je peux ne pas avoir de readme de git ignore et créer pourtant un nouveau repo git, ce que je vais faire dans l'immédiat. Et quand je fais ça, j'arrive de nouveau sur le wizard de création qui me dit bah tiens, est-ce que tu veux comment tu veux initialiser ton dépôt. Je peux changer de dépôt, ici je le vois, voilà, je vais pouvoir changer de dépôt grâce à cette liste là, donc je peux revenir sur mon autre dépôt et auquel cas la vue m'affichera ce qu'il y a dans le dépôt concerné. Donc là, quand on a initialisé notre repository, on a fait un premier commit, et un commit en fait porte un numéro d'ID. Donc si je vais dans la liste des commits ici, je vois en fait ce qui a été fait comme commit. Alors on a un graphe ici sur la gauche qui va évoluer au fil du temps par rapport à ce qu'on a fait comme opération au niveau des commits, qu'on peut potentiellement ici activer ou désactiver à la demande. Donc au bout d'un moment, dépendant de combien vous êtes à travailler sur le dépôt et comment vous travaillez avec les branches, ce graphe peut être plus ou moins large, et si vous avez vraiment une grosse profondeur de branche par rapport à votre façon de travailler, il peut prendre la moitié de l'écran, voire plus, auquel cas, vous pouvez potentiellement les activer. Donc là, ici, j'ai mon premier commit, et quand je clique dessus, je vois en fait le détail du commit, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé, les fichiers, donc je vois grâce au petit plus qu'il a été ajouté, et là, j'ai un comparatif entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. Étant donné que c'est un ajout, toutes les lignes sont en vert parce que c'est un nouveau fichier par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc ça, c'était quand comparatif, on viendra dessus quand on fera les pull requests, mais il faut savoir qu'on peut l'avoir au niveau du commit pour voir qu'est-ce qui a changé. En gros, quelle était la situation de mon dépôt avant ce commit et qu'est-ce que ce commit a fait au niveau de mon dépôt. Un commit est lié à une branche, donc ici, on va retrouver le fameux filtre de branche, sur lequel on reviendra plus en profondeur. Et de la même façon, vous avez la possibilité de faire plusieurs opérations au niveau d'un commit, on aura l'occasion de repasser là-dessus un peu plus tard. Au niveau des push, c'est de la même façon, c'est toutes les updates qu'on aura fait. Donc là, étant donné qu'on a notre premier push, c'est-à-dire le premier envoi vers le serveur, quand on a initialisé, on va avoir pour un push la liste des commits qu'il y a dedans. Donc là, je n'en ai qu'un seul. La vue branche, on va revenir dessus bien en détail plus tard, me donne la liste en fait des branches. Donc ça, on va vraiment faire le détail de cette vue-là après, parce qu'on va y passer pas mal de temps pour certaines parties. On verra également la même notion des tags. En fait, les tags permettent de marquer un point, de marquer en fait un élément important au niveau de l'histoire de votre dépôt. Donc ça, on verra dans quel cas on peut l'utiliser de façon pertinente. Et la notion des pull requests, c'est quelque chose sur lequel on reviendra largement. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir comment on peut configurer notre dépôt Git, et ça va nous amener sur une des premières notions extrêmement importantes de ce cours, la configuration initiale d'un dépôt Git pour mettre en place ce qu'on appelle le Git flow, qu'on va voir en détail. Alors, pas d'inquiétude, il ne s'agit pas d'un module purement théorique, l'idée c'est de vous donner les bases nécessaires pour vous expliquer le fonctionnement du Git flow et que vous puissiez comprendre ce qu'on fait en pratique dans les démos. Donc je vais passer le moins de temps possible sur la partie présentation et le plus de temps possible sur les démos. Alors, le Git flow c'est une des multiples façons de travailler avec Git, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver pas mal de façons de travailler avec Git, mais le Git flow est sûrement une des plus anciennes et des plus pratiques à utiliser, parce qu'elle apporte pas mal de flexibilité et on verra que c'est vraiment une grande aide pour tout ce qui est préparation des pipelines. Comme je l'ai dit, la plus ancienne et la plus répandue, et surtout l'avantage c'est qu'étant donné que voilà, c'est un des trucs les plus répandus, vous allez avoir énormément de contenu sur le web concernant le Git flow. C'est possible que vous trouviez quelques subtilités, quelques petites différences entre ce que je vais vous présenter et ce que vous trouvez sur le net, mais bon, il y a pas mal d'avis sur la question, pas mal de divergences, donc surtout, n'hésitez pas à retenir ce qui vous intéresse le plus et l'appliquer à votre process. Parce que, étant donné que c'est un process de base, vous allez pouvoir l'adapter facilement aux besoins de votre projet ou de votre société en gardant cette logique. Il y a par exemple des sociétés qui ont plusieurs versions, et ben ils vont adapter un petit peu le Git flow pour avoir la gestion des versions différentes de ce qu'on va voir maintenant. Alors, le Git flow, c'est très simple, on a deux branches qui sont principales. C'est la branche master, donc celle qu'on a vue jusqu'à présent, la seule qui existe, c'est la version prod, donc la dernière version prod, et la branche develop, c'est la branche de travail. Et suite à ça, on va avoir 4 types de branches différentes. Les branches fonctionnalités, les fixes de bugs en prod, les fixes de bugs hors prod. Donc là, sur ces deux branches-là, fixes de bugs en et hors prod, vous allez trouver probablement des différences sur le net. Et les branches release, donc qui vont préparer au déploiement d'une release. Encore une fois, ça c'est la base. Vous pouvez avoir une adaptation du type de branche selon votre process. Si jamais vous avez un besoin particulier, surtout n'hésitez pas à me demander. Très simplement, les fonctionnements basiques, on aura une branche par tâche et on va préfixer cette branche par feature, genre feature slash quelque chose. Et ces branches, elles partent de développe, elles sont mergées dans développe. C'est parce que vous travaillez en fait, vous êtes en train de faire évoluer le système. Une branche par correctif de bug qui ne sera pas déployée en production. Donc c'est des branches, on va commencer par fixe, genre j'ai un fixe qui a été remonté par ceux qui font les tests, donc les tests manuels et exploratoires, et en fait c'est vu que c'est sur la version de travail, ça part de développe et c'est mergé en développe. On apprend à des branches qui sont sur la version de prod, donc c'est un client qui a remonté un bug, il faut le fixer. Donc là on appelle ça un hotfix parce que justement c'est super chaud, il faut le fixer en production rapidement. Donc cette branche elle part de master, donc la branche qui est en production, et elles sont remergées dans master pour pouvoir justement dire la version de prod est mise à jour, et également on développe pour que le tronc commun soit mis à jour et que les prochaines versions contiennent bien cette modification. Et finalement on a la branche par release, donc quand on dit tiens je vais faire la release de la version X, donc par exemple du MVP, je vais faire release MVP, donc je pars de la branche de travail développe, et une fois que cette branche de travail développe a été peaufinée par rapport aux besoins de la release, donc mise à jour par exemple dev sheet config ou autre, je vais merger cette branche dans master dans développe. Alors je vous demande pas de retenir ça immédiatement parce que ça c'est des choses qu'on va faire étape par étape. Là vous avez la présentation globale
la théorie, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en pratique sur chacune de ces types de branches. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place la version de base du Gitflow, c'est-à-dire la branche master et la branche develop. Donc sans plus attendre, on rebascule sur l'interface Azure DevOps et on fait ça ensemble. Donc voilà, je suis de retour sur Azure DevOps pour mettre en place la base du Gitflow. Donc la base du Gitflow, c'est qu'il me faut deux branches, la branche master et la branche develop. Donc si ici je reprends mon dépôt de base, je vois que je n'ai que la branche master. Donc pour pouvoir créer une branche, je vais simplement aller dans la partie branche et je vais, à partir de cet écran-là, créer une nouvelle branche. Je peux créer une nouvelle branche à partir de rien ou dire que je pars de cette branche-ci pour en créer une, et là c'est ce qui m'intéresse, c'est créer une nouvelle branche à partir de master. Alors moi je l'appelle develop, certains l'appelleront dev, peut-être plus simple. Il n'y a pas tellement d'obligations, de formalisme ou autre, c'est vraiment plus une pratique. Dev ou develop, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez créer une branche et elle liée à un élément de travail. Donc ici, on retrouve beaucoup d'éléments de travail que j'avais créés dans l'autre projet par rapport au cours sur la gestion des éléments de travail, mais vous pouvez, quand vous créez une branche, dire je le lie à tel élément de travail. Moi, ça m'intéresse pas parce que j'initialise mon dépôt pour le Gitflow. Une fois que c'est fait, je fais un create et donc j'ai ma branche qui a été créée. Donc là, j'ai les deux branches de base pour le Gitflow, c'est-à-dire les branches qui sont le minimum syndical nécessaire et surtout à partir de laquelle on va partir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de configurer notre dépôt initialement pour correspondre au Gitflow par rapport aux contraintes que ça va avoir. En fait, quand on fait du Gitflow, comme on l'a dit, on va avoir plusieurs types de branches pour plusieurs besoins. Donc les branches fonctionnelles pour créer de la fonctionnalité, les branches fixes et hotfixes pour fixer du bug ou release pour créer une nouvelle version. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on se sert de toutes ces branches-là et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un commit directement dans les branches develop ou master? C'est parce qu'en fait, on va vouloir protéger ces branches-là et activer un système de pull request, donc de demande en fait de réintégration de son code dans une branche. Et ça a plusieurs fins. Entre autres, c'est pour pouvoir permettre la review et pouvoir permettre de brancher des vérifications automatiques dessus. Donc c'est un système assez flexible, assez puissant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant configurer notre dépôt Azure DevOps pour pouvoir mettre en place pas mal de sécurité et s'assurer que les deux branches de base du Gitflow correspondent à ce qu'on a vraiment besoin pour travailler. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment on fait ça. Déjà, une des premières choses à remarquer sur cet écran qui me liste les branches, c'est que j'ai une notion ici de behind and ahead, qui veut dire en fait combien j'ai de commits en avance et combien j'ai de commits en retard. Et pour pouvoir faire son comparatif, Azure DevOps se sert de la branche de comparaison qui a été définie. Donc ici, si je regarde au niveau de mes noms de branches, je vois en fait des petits jetons et je vois que la branche master est définie comme étant la branche par défaut et la branche de comparaison. Donc la branche de comparaison, c'est assez simple, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, Azure DevOps va automatiquement faire une comparaison des commits entre master et develop pour le coup, mais entre n'importe quelle branche et master pour voir combien il y a de commits de différence en retard et en avance par rapport à la branche de comparaison. La branche par défaut, c'est celle qui va être automatiquement sélectionnée lorsque quelqu'un fait un clone et avec laquelle on va travailler par défaut, donc qui va être utilisée pour beaucoup d'opérations. Par exemple, vous allez faire un pull request et que vous allez choisir une réintégration de votre branche dans une branche, et ben la branche qui va être choisie dans laquelle vous allez vouloir l'envoyer, ce sera la branche par défaut. Et étant donné que quand on initialise un dépôt Git, on n'a que la branche master, c'est de façon normale, c'est celle qui est par défaut la branche de comparaison parce qu'on n'a que celle-ci. Sauf que en Gitflow, on va travailler beaucoup plus avec la branche develop parce que la branche develop correspond en fait à la branche qui est celle avec laquelle on travaille au jour le jour. Donc ça doit être la branche par défaut. Quand un développeur récupère le dépôt, il doit avoir cette branche-là par défaut. Et de la même façon, c'est intéressant d'avoir la branche develop comme comparatif parce que quand on aura nos branches de fonctionnalité, on va vouloir les comparer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais configurer mon dépôt pour changer ces deux notions-là. Donc je vais aller au niveau de mes paramètres de projet, donc dans Project Settings en bas à gauche, et là, en fait, je vois ici que j'ai des notions de repo. Donc j'ai du cross repo policies, on reviendra dessus après, et la notion de repository. Déjà, sur cet écran, on arrive sur une notion de sécurité, c'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai pas mal d'opérations, et je peux me permettre, soit par utilisateur, soit par groupe, d'empêcher certaines choses. Par exemple, je peux dire que les lecteurs, ici, si on regarde, ils ont du node 7 pour beaucoup de choses, mais je peux les empêcher de faire une création de branche, une création de dépôt, une création de tag. Donc j'ai la possibilité de créer ça au niveau global. Alors je suis ici sur la partie Git repository, ce qui veut dire que les options que je mets ici s'appliquent pour n'importe quel dépôt qui est en dessous. Je peux après de façon individuelle, pour un dépôt en particulier, aller définir pour ce dépôt-là que je veux tel paramètre de sécurité. Si je vais ici par exemple sur Readers, je vois que les deny que j'ai mis par rapport à ici sont inherited, ce qui veut dire qu'elles ont été définies au niveau en fait de celui-ci et qu'elles sont descendues par héritage au niveau de ce dépôt-là. Je peux aller après faire un override, dire que dans le cas de ce dépôt-là, les personnes du groupe reader ont le droit de créer une branche, ou laisser en node 7 pour prendre la valeur de l'héritage. Donc ça déjà c'est une option de personnalisation de sécurité que vous allez peut-être vouloir mettre en place pour pouvoir rajouter en fait certaines sécurisations autour de votre dépôt. Alors attention, on n'est pas ici sur du TFVC, c'est ce que j'expliquais en introduction, c'est-à-dire que les paramètres de sécurité vous allez mettre au niveau du dépôt, vous ne pouvez pas mettre ces paramètres de sécurité au niveau d'un dossier ou d'un fichier. Donc si vous voulez faire cette séparation un petit peu plus fine, soit vous faites du multi-dépôt, soit vous basculez sur TFVC parce que c'est ce que vous avez vraiment besoin. Ensuite, on a pas mal d'options qu'on peut configurer de façon globale. Donc ici, par exemple, la partie gravatar. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu funky en quelque sorte. C'est par rapport à l'avatar qu'on a ici qui va se retrouver au niveau des commits. Et on a ce qu'on appelle les policies. Donc en gros, c'est des stratégies qu'on va vouloir mettre par rapport à nos dépôts. On reviendra dessus dans une autre vidéo. Là, ce qui nous intéresse, c'est de préparer nos branches pour le Gitflow. Donc là, ce que je vais faire, la première chose, c'est que ce dépôt qu'on a créé pour montrer qu'on peut écrire plusieurs dépôts, je vais le supprimer. Donc si je mets sur cette ligne-ci et que j'appuie sur les trois petits points, je peux faire une suppression. Donc là, il me demande de saisir le nom de mon dépôt pour confirmer la suppression parce que cette opération est totalement irréversible. Votre dépôt sera permanently deleted, donc sera supprimé de façon permanente. Donc soyez sûr de ce que vous faites. Donc là moi c'est sûr, j'ai créé un dépôt. Donc là je me retrouve avec mon dépôt Git par défaut, donc je peux le déplier. Et je vais voir ici qu'en fait j'ai les notions de branches. Alors premier indicateur visuel, si je clique sur les branches, je vais retrouver encore une fois des options de sécurité par rapport à ma branche. Donc ça c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Et en gros ce que je vais faire, c'est qu'ici ce que je vois c'est que la branche master est en gras, ce qui veut dire que c'est la branche par défaut.
Si je clique sur la branche, j'ai ici une notion de petite, j'ai des options supplémentaires, et ce que je vais vouloir faire, c'est de dire, bah, développe devient la branche par défaut. Donc si je clique ici, je vois set as default branch, et développe devient en gras. Donc il n'y a que par ici que je peux faire aujourd'hui le changement de branche par défaut. Peut-être c'est quelque chose qui va évoluer ou qui aura évolué quand vous regardez cette vidéo, mais vous pouvez normalement toujours passer par ce chemin ici. Donc ça, c'est déjà une première opération qui veut dire, bah voilà, la partie développe, je veux absolument qu'elle soit la branche par défaut, et comme ça, quand quelqu'un va cloner votre dépôt, il sera automatiquement sur développe. Si je reviens sur les branches, je vois que, de fait, elle est devenue la branche par défaut et la branche de comparaison. Donc, je peux également avoir des options ici par rapport à la branche, et bah, du coup, ça a changé depuis la dernière fois. Donc ici, je peux également mettre la branche par défaut, donc ça c'est une nouveauté qui est arrivée depuis que j'utilise Azure DevOps, et comme branche de comparaison. Donc je peux avoir une branche de comparaison qui est différente de la branche par défaut. C'est pas super commun comme scénario, mais bon, vous pouvez avoir en fait un distinguo entre les deux. Donc ici, sur les branches, vous allez avoir en fait plusieurs options, comme la possibilité de faire une suppression de branche, de voir la comparaison. Donc là, par exemple, si je veux faire une comparaison entre master et develop, je clique sur master compare branch et je peux sélectionner les deux branches que je veux comparer. Ce qui peut être assez pratique dans le cas de branches de feature ou de fixe, si vous voulez faire un comparatif sans passer par un pull request. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place des stratégies au niveau de develop et de master pour m'assurer que les développeurs ne puissent pas faire un commit direct dessus. En fait, c'est une sécurité supplémentaire que je vais rajouter sur mes branches de base du Gitflow pour qu'on puisse s'assurer que ça ne soit pas violé et qu'on n'ait pas des choses qui soient inconsistantes au niveau de notre dépôt. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment on met en place ces stratégies. Dans cette vidéo, on va s'attarder à sécuriser les branches master et develop avec des stratégies, en fait, pour éviter que les développeurs aillent par inadvertance faire des commits au sein de ces branches-là. Alors la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on va empêcher les commits? Eh bien, en fait, il faut savoir que les branches master et develop, qui correspondent donc à la version en production et à la version de travail principale, vont souvent être utilisées dans le cadre de pipeline pour pouvoir générer une version, et à partir de cette version-là, en fait, on va mettre des automatismes de livraison continue. Et en gros, dans le principe DevOps, il faut avoir systématiquement à disposition une version qui compile pour faire un test ou une démo. Et si on autorise les devs à faire des commits dans ces branches-là, c'est pas exclu que le commit, en l'occurrence, casse la version et donc la rende impropre à la consommation en quelque sorte. Donc ce qu'on veut surtout faire, c'est faire en sorte que master corresponde à la version sur le terrain aujourd'hui et que si je dois la relivrer pour une raison X ou Y, je suis en capacité de le faire ultra rapidement. Donc effectivement, il y en a qui vont me répondre, on a les artefacts pour ça, j'ai déjà une version compilée de master pour m'en servir. Oui, mais en tout cas, si je veux faire un autre fixe ou une petite modif en prod, il faut que je parte de la version qui correspond à la prod et non pas qu'il y ait eu des commits intermédiaires par les devs, de quoi il faut se dépatouiller. Le même discours pour développer. Donc c'est une protection de la branche. Alors pour protéger une branche, je vais me rendre au niveau de la branche et sur la branche sur laquelle je veux mettre ma protection, je vais me mettre ici et je vais aller chercher dans les actions en fait la branche policies. Donc déjà, on peut définir une notion de sécurité. Donc si je vais sur security, je retrouve en fait l'écran qu'on avait quand on passait par les paramètres de projet, repo. Ici, je peux mettre de la sécurité. Donc j'ai quelques options de sécurité qui n'ont pas vraiment bougé et qu'on va expliquer rapidement. Les deux premières permettent de faire le bypass des policies. Donc en gros, là, on va définir des policies, des stratégies. Et à bypass, c'est-à-dire que j'autorise quelqu'un, soit un individu, soit un groupe, à outrepasser ces stratégies, soit quand ils font une pull request, soit quand ils font un push. En gros, les stratégies vont être évaluées selon quand elles sont appelées, donc par pull request ou par push, et si elles ne sont pas, si ça ne répond pas favorablement aux stratégies, vous allez être bloqué dans votre opération. Là, ce qu'on dit, c'est qu'en gros, on autorise un utilisateur ou un groupe à outrepasser cette stratégie, donc à dire non, je l'invalide, et pour ce cas bien précis, je le fais quand même. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez vouloir peut-être donner à certains utilisateurs de façon un petit peu sélective selon un contexte bien particulier. Quand on verra les stratégies, on verra dans quel cas ça peut être utile d'avoir cette option-là. La notion de contribution, ça veut dire qu'en gros, la personne a le droit de faire tout ce qu'il y a au niveau de la contribution. Donc ce petit sigle d'attention veut dire qu'en fait ici, ça a été inherited, donc ça a été hérité par quelque chose de parent, soit par la notion de branche au niveau du dépôt, soit par la notion de branche au niveau global, soit par un groupe. En fait, la contribution, c'est juste la possibilité de travailler avec ces branches-là, tout simplement. La faculté de faire l'édition des stratégies, donc c'est-à-dire que ce qu'on va faire juste après, c'est ce que cet utilisateur ou ce groupe a le droit de le faire. Donc là, à noter, je suis sur Project Collection Administrators, donc à peu de choses près, ils ont le droit de tout faire. Donc la possibilité de faire l'édition des stratégies. Les force push, c'est qu'en fait, quand on fait un push, par défaut, Git est assez prudent et ne va pas nous autoriser à faire des pushs qui sont assez violents. Et en gros, pour faire des pushs très violents, généralement, il faut utiliser les paramètres force ou faire des opérations qui sont assez impactantes, comme par exemple réécrire l'historique. Donc ça, c'est une opération qui est quand même assez violente parce qu'en gros, on va réécrire l'historique du dépôt pour par exemple supprimer un fichier dans tout l'historique, supprimer des branches ou des tags. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez être vigilant parce qu'en fait, c'est des opérations qui sont vraiment violentes au niveau de votre dépôt. Gérer les permissions ou supprimer les logs des autres. Donc quand on verrouille une branche, par exemple, c'est qu'on va interdire certaines modifications. Et là, la possibilité, c'est de dire, bah, si quelqu'un a verrouillé une branche, je peux, moi, en tant qu'utilisateur, supprimer ce log. Donc là, au niveau de votre branche développe, vous allez potentiellement vouloir faire en sorte qu'au niveau des contributeurs, vous leur interdisez de faire les bypass des policies, de les éditer, parce que s'ils peuvent pas les bypasser et qu'ils les suppriment, ça revient un petit peu au même. Empêcher le force push, supprimer les permissions et supprimer les verrous des autres. Pour les contributeurs, c'est peut-être quelque chose qu'on va vouloir faire. Après, pour un utilisateur en particulier, on voit que généralement chaque utilisateur se retrouve dans la partie contributeur. Donc là, moi, je vais dire que par contre, que en tant que personne et individu, je vais aller faire un override explicite pour cet utilisateur-là, donc moi-même, et dire que lui en particulier a le droit de faire tout ça. Comme ça, je sais comme moi que je suis admin, je peux faire tout ça. Ça, c'est quelque chose que vous allez vouloir configurer selon votre projet, vos groupes et ainsi de suite. Donc une fois que c'est fait, ce que je peux faire, c'est que je peux aller définir des policies, donc des stratégies, et on va voir pas mal de stratégies. Alors on voit ici qu'il y a plusieurs choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir chaque bloc en détail dans la prochaine vidéo.
Alors, comme on voit sur cet écran, on va définir les stratégies pour la branche. Donc ici, on a le récap de quelle branche on est en train de protéger, donc les policies pour la branche master. Et la première chose correspond à ce qu'ils appellent la protection de la branche, c'est-à-dire quels sont les éléments qui vont nécessiter que la branche soit de qualité. Alors, quand ils disent une branche de qualité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir plusieurs choses. Le premier paramètre ici, c'est demander un nombre minimum de relecteurs, c'est-à-dire des personnes qui vont devoir donner leur approbation pour que la pull request soit validée. C'est-à-dire que si je mets une protection par rapport à ici, je vais empêcher que quelqu'un fasse automatiquement la validation d'un pull request, donc d'une demande dans l'intégration, sans que quelqu'un ait relu le code. Donc c'est dans des toutes petites équipes, c'est peut-être pas quelque chose que vous allez vouloir mettre en place, vous allez peut-être vouloir mettre en place d'autres éléments qualitatifs, mais dans des équipes parce qu'il y a la possibilité qu'un développeur relise le code d'un autre, et c'est toujours assez recommandé pour mettre en lumière des fois certaines choses qu'on aurait ratées en tant que développeur, on va mettre en place cette politique. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir configurer la façon dont je veux mettre cette politique. Donc la première chose, c'est de dire combien est-ce que il doit y avoir de personnes qui vont relire le code. Donc par défaut c'est 2, parce qu'en fait 2 ça veut dire que moi je suis développeur A, je fais une modif, et il faut que 2 autres personnes, donc B et C, viennent relire mon code et le valident. Je peux le laisser à 2 et dire, en gros, je vais ici autoriser la personne qui a fait la demande à approuver ces changements par lui-même. C'est-à-dire qu'en fait je mets 2 personnes, mais moi-même je vais me relire et valider automatiquement mon code. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, comme ça vous demandez en fait à la personne qui fait la réintégration, qui fait la demande de pull request, en disant tiens, approuve tes propres changements, ce qui veut dire que tu vas au moins dire j'approuve ça et donc ne pas laisser passer des choses assez énormes ici. Donc laisser à 2 et autoriser la personne d'approuver ses propres changements est une politique qui fait en quelque sorte il faut que à minima quelqu'un d'autre ait relu le code, au moins une personne. Ensuite, ce qu'on va dire ici, c'est rajouter d'autres options de personnalisation, comme par exemple interdire celui qui a fait le push le plus récent d'approuver ces changements. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Ou par exemple autoriser le fait que le pull request soit validé, alors que certains des reviewers ont toujours mis en attente, parce qu'on verra quand on fera le chapitre sur les pull requests qu'on peut définir plusieurs statuts, ou la rejeter. Et finalement, de la même façon, ça je le coche aussi de façon quasiment systématique. L'idée, c'est de remettre à zéro tous les votes quand il y a un changement de code. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un a relu le code, il a approuvé, et puis le développeur, étant donné que maintenant il a la possibilité de valider son pull request, il en profite pour faire passer à un autre commit dans le même flux, et la personne qui avait validé à la base du coup a validé une version qui n'est plus celle qui va être intégrée. Donc si vous faites ça, au moins vous êtes certain que les votes sont remis à zéro. Je vous conseille fortement de mettre cette option en place pour éviter que certains profitent du système, d'attendre d'avoir une validation et fassent des commits à la fin pour revalider ça. Deuxième option, le lien avec les éléments de travail. Donc ça, c'est quelque chose que moi aussi je coche systématiquement parce que je gère mon travail sur Azure DevOps. Si vous ne gérez pas votre travail sur Azure DevOps, ne cochez pas cette option parce que vous allez perdre du temps et vous n'allez pas pouvoir répondre à cette contrainte. Donc ici, c'est simplement dire que quand je fais un pull request, il faut que à minima, j'ai un élément de travail qui soit lié. Quand je dis à minima, vous pouvez lier un pull request à plusieurs éléments de travail. C'est pas quelque chose qui est très commun, mais ça peut arriver. Et une fois qu'on a dit, je veux absolument que mon pull request soit lié à un élément de travail, je vais définir si le lien avec un élément de travail est obligatoire ou optionnel. J'ai par habitude de le cocher et de le laisser en obligatoire parce que, en fait, si je mets en optionnel, ça veut dire que je peux avoir des pull requests qui ne répondent pas à des éléments de travail. Ça peut être le cas pour des éléments qui sont purement techniques. Genre, par exemple, je fixe un petit truc technique, je mets à jour mes packages, je fais mes références vers d'autres versions des outils que j'utilise, auquel cas j'ai pas d'éléments de travail. Dans ce cas-là, je préfère faire un élément de travail qui est dans un user story qui s'appelle technique, dans laquelle je range ces éléments-là pour avoir comme un suivi. C'est une histoire d'appréciation. Si vous le laissez optionnel, le risque c'est que il ne soit pas mis même pour des éléments qui soient fonctionnels. La notion des vérifications et des validations de commentaires, c'est quelque chose que je coche aussi systématiquement en équipe. En fait, c'est qu'on verra qu'on fera des pull requests, on a la possibilité de laisser des commentaires, et en gros, un commentaire quand il est résolu, peut être fermé, donc soit par la personne qui l'a écrit, soit par quelqu'un qui participe au pull request. Et là, en fait, ça veut dire que pour que le pull request aille au bout et qu'on puisse le réintégrer, il faut que tous les commentaires aient été résolus. Donc, ça veut dire qu'en gros, les personnes aient au moins approuvé le commentaire. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je le mets en required, mais de la même façon que pour les éléments de travail, vous pouvez le mettre en optionnel. Par exemple, il y a des commentaires qui des fois n'attendent pas forcément une réponse. Bon, si vous le mettez en required, au moins, même s'ils n'attendent pas une réponse, ça veut dire que la personne, quand elle l'a lu, elle peut le fermer par elle-même. Si vous le mettez en optionnel, vous pouvez laisser passer des commentaires. Même façon. Dernière option de protection, les types de merge. Donc en fait, les types de merge, il y en a 4. Il y en a 4 sur la partie cloud, il y en a moins sur la partie serveur, dépendant de la version d'Azure DevOps que vous utilisez. Si c'est la partie online ou la partie serveur, là je suis sur le online, donc je les ai tous. Et en fait, ça va me déterminer comment est-ce que je veux que ma branche soit réintégrée dans la branche finale. Alors, moi, ce que je fais généralement, c'est que je ne garde que le squash merge. On va rapidement passer sur chacun des merges. Donc le basic merge, en fait, je vais rajouter mon historique à la fin de celui qui aura été de celui dans lequel je vais me retrouver. Le squash merge, en fait, c'est que tous mes commits vont devenir un seul commit qui va devenir un seul élément d'historique. Pourquoi moi je n'applique que le squash merge? C'est parce que comme ça, je vais garder un historique de ma branche develop et de ma branche master assez propre. Alors quand je dis ça, c'est que je mets le squash merge sur develop et sur master, je mets du basic merge pour garder en fait cette notion de linéarité. Donc le squash merge, en fait, c'est que le développeur dans sa branche, il fait autant de commits qu'il veut et que quand il demande de réintégrer dans la branche develop, je prends tous ces commits et j'en fais un seul et comme ça évite de voir en fait tous les commits intermédiaires. Le rebase and fast forward et le rebase avec le merge commit, en fait, l'idée c'est qu'on va faire un rebase. Donc un rebase, c'est une opération qui est généralement pas recommandée pour les débutants parce elle peut créer des soucis par rapport à la notion d'historique, mais en fait le rebase, vous allez récupérer l'historique tel qu'il est sur la branche de destination pour le réintégrer dans votre propre historique et après déterminer comment vous allez réintégrer votre code dans la branche de destination. Donc là encore une fois, si vous voulez vraiment avoir plus de détails, allez voir de la doc, allez voir en fait un petit peu les différents types de merge type. À titre perso, pour la branche develop, je mets du squash merge et pour la branche master, je mets du basic. Donc ici, étant donné que je suis sur master, je vais garder juste le basic merge. On remarquera que je ne peux pas décocher toutes les cases parce qu'en fait je dois en avoir au minimum un. Et en fait le fait de mettre cette policy en place veut dire que quand on va valider le pull request, il n'y aura que ce choix-là qui sera valide dans la liste des merges. Donc ça va vous éviter d'avoir
avoir des erreurs de manipulation. Au niveau de cette partie-là, je peux rajouter en fait l'exécution d'un pipeline. Donc ça, c'est quelque chose de super pratique, mais vu qu'on voit pas les pipelines ici directement, je ne peux pas le faire. Mais quand je clique ici dessus, je peux configurer la façon dont je veux définir en fait une politique de validation pour les pipelines. Donc ce sujet sera couvert dans le cours qui sera dédié au pipeline. Donc si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans ce cours-là pour cette partie-ci. Au niveau des additional services, en fait, on va pouvoir rajouter des liens vers des services externes, comme par exemple la Sonar Cloud, et lui dire, je veux que sur le Sonar Cloud, il m'envoie tel statut. Donc ici, je peux aller créer en fait des vérifications externes et qui vont en fait me donner l'accord comme quoi le pull request peut bien être finalisé. Finalement, en dernier, je vais avoir les code reviewers. Donc ici, ça me permet de rajouter automatiquement, lorsqu'un pull request est créé, des relecteurs automatiques qui sont ajoutés au pull request. Donc d'une part, je les ajoute de façon automatique, donc ils sont automatiquement ajoutés en tant que relecteur. Donc je peux rajouter des utilisateurs ou des groupes. Ici, encore une fois, c'est pas. Donc par exemple, qui dit groupe dit potentiellement équipe. Et une fois qu'un reviewer est ajouté automatiquement, je peux définir si ce reviewer doit donner son avis de façon optionnelle ou obligatoire. Donc par exemple, si vous avez un lead tech dans votre équipe, c'est très bien de dire le lead tech, son avis est obligatoire, quand bien même tous les autres donnent un avis positif. Cette notion d'obligatoire se rajoute à ce qui avait été défini au-dessus, ce qui veut dire que si dans les reviewers vous en avez même 3 qui l'ont accepté, mais qu'un obligatoire ne l'a pas accepté, vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin. Après, vous pouvez rajouter un filtre ici selon le dossier du pull request. Donc si vous le mettez ici, la souris sur la petite icône, vous avez un peu plus de détails. Par exemple, vous pouvez dire dans le dossier /important ou /danger, je veux absolument que telle personne y aille parce que c'est son domaine d'expertise et que c'est super dangereux. Ou alors par exemple le /www.root pour les sites ASP.NET, vu que c'est que les vues et que les fichiers statiques, il faut absolument soit un dev front-end. On va retrouver également cette notion de complétion. Donc en fait, grâce à cet écran-là, vous allez pouvoir dire j'ajoute automatiquement tel utilisateur à mes pull requests. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que j'ajoute le lead tech ou le chef de projet. Et une fois qu'on a défini tout ça, on va sauvegarder les changements et comme ça, notre branche est protégée. Donc là, ici, j'ai fait ça sur la branche master. Donc généralement, la branche master, je ne me sers pas je n'ai pas cette configuration-là. Mais une fois qu'on a fait notre ajout de sécurité et de stratégie, on voit qu'on a ici un petit icône qui renvoie en fait les policies et quand je clique dessus, j'arrive dessus. Donc pour master, on a vu rapidement en fait les différents types de sécurité. Moi, ce que je fais généralement pour master, c'est ceci, exactement. C'est-à-dire que hop, j'ai même pas ça. J'autorise le merge type que basic merge. Tout le reste aurait été validé par le biais de develop. Et donc dans develop, vous en doutez bien, je fais le reste. Donc ici, je fais dans les policies. Donc dans le cas présent, hop, je fais ceci, ça. Voilà. Là, j'ajoute une notion de build, mais là pour le coup, on ne l'a pas. Et en l'occurrence, étant donné que c'est mon projet, je m'ajoute moi-même en tant que required, en tant que reviewer par défaut. Et quand je travaille tout seul, je mets 1. Comme ça me force moi-même à approuver mes changements et donc à les relire. Donc ça, c'est ce que je mets pour develop en disant je reset les votes et j'autorise à faire le changement. Il faut absolument le lier avec un élément de travail, absolument que les commentaires, si on a, soient résolus. Uniquement le squash merge et je m'ajoute automatiquement moi-même sans filtre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la notion de branche fonctionnelle, de branche feature. Donc ça va être un peu plus rapide, ces nouvelles branches. Et on va voir en fait comment est-ce que je crée cette branche